Dès demain, il sera à nouveau possible de se déplacer entre les pays européens. Cette vidéo va être très longue. C'est pour cela qu'elle sera coupée en deux, une partie dédiée aux édifices les plus connus, donc alignement, menhir et dolmen, et l'autre qui arrivera 2 semaines plus tard sur les autres édifices moins connus, mais bien plus mystérieux. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà vu le premier épisode. Si ce n'est pas le cas, on vous met à disposition une affiche apparaissant en haut à droite de votre écran, vous permettant d'aller la voir. Alors que se construit et s'élève le grand, le merveilleux édifice de la physique moderne, la majorité des meilleurs esprits du monde occidental s'en soucient à peu près autant que s'en seraient souciés leurs ancêtres du néolithique. Passé, présent, futur sont des notions qui nous ont toujours paru logiques. Le passé, c'est ce qui n'est plus, le futur, ce qui sera, et le présent, ce qui est. On aurait donc justifié l'existence d'un individu par le fait qu'il se situe entre l'une de ces temporalités. Mais est-ce que cette logique a toujours été la même dans l'histoire ? Les hommes du néolithique considéraient-ils que la mort était la fin de l'existence ? Que représentaient donc les cairns, les tumulus et les cromlechs dans la tête d'un homme du néolithique? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Commençons par les cairns. Ce mot est d'origine celtique, écossais en particulier, et il signifie « tas de pierres ». Au départ, ce sont des dolmens recouverts de pierres sèches, sans ciment pour les consolider. Le cairn de Carcado est situé légèrement à l'extérieur des alignements de Carnac. C'est un des très rares cairns à avoir gardé sa structure d'origine d'environ moins 4800 ans avant Jésus-Christ, ce qui en fait l'un des plus anciens dolmens. Son diamètre est de 30 mètres et sa hauteur de 5 mètres. Il est surmonté d'un petit menhir de 2,20 mètres, servant certainement de point de repère. Il a un couloir de 6,50 mètres et son entrée d'1,50 m s'élargit pour atteindre 2,70 m de hauteur dans la chambre. La dalle supérieure a été polie et la surface est entièrement lisse. À l'intérieur du cairn, on peut y voir des gravures. Sur le plafond de la chambre, on peut reconnaître la gravure d'une hache charrue. Il faut noter que certains dessins ne sont visibles qu'à certains moments de l'année. À préciser aussi, des objets ont été retrouvés dans le cairn. Des perles en calais, c'est-à-dire une espèce de minéral vert, des haches, des pendeloques, des bijoux, des points de flèche et autres objets. Mais alors concrètement, ils ressemblaient à quoi les hommes du néolithique ? Il est difficile de répondre à cette question. On n'a ni photos, ni films. Ce que l'on peut dire, c'est que grâce à certaines études, on a pu repérer que la taille de ces hommes néolithiques a diminué suite à la disparition du nomadisme. Ce que l'on sait par ailleurs, c'est que ces hommes du néolithique vivaient dans des villages qui étaient constitués de quelques grandes maisons collectives. Les chambres individuelles n'existaient pas et plusieurs familles pouvaient cohabiter dans le même lieu. Ces maisons avaient déjà des charpentes en bois pour le toit, recouvertes de chaume ou d'autres végétaux. Les murs sont en crayonnage. Alors, c'est un mot un peu difficile mais qui signifie tout simplement un assemblage de pieux, de branches d'arbres ou entorchis, c'est-à-dire un mélange de terre argileuse plus de la paille. Les maisons étaient entourées de fosses pour extraire l'argile, justement, et pour servir de dépotoir. Déchets, ustensiles brisés ou même les défunts. Dans le nord-ouest de la France, avant la Bretagne et l'Armorique, la construction des mégalithes correspond avec l'arrivée de peuples plus anciens et présents sur ce territoire depuis des millénaires. Il y a 450 000 ans. Ces changements vont être renforcés par un climat moins rude et plus tempéré.
c'est tout naturellement que vont apparaître les premiers villages. Il ne reste en France que très peu de vestiges, quelques murets, des fosses, un quadrillage au sol. Dans le nord-ouest de la France, ce sont surtout les côtes qui sont habitées et elles connaissent déjà dès cette époque une forte densité. Chaque année, le site de Stonehenge accueille 1 million de visiteurs. Stonehenge est l'un des monuments préhistoriques les plus étudiés au monde. Le monument préhistorique le plus célèbre du monde. Le nombre de reportages concernant ce cromlech, on ne les compte plus. Même si ce site est historique et énigmatique, nous n'allons pas l'étudier pour des raisons, disons, techniques. Mais aussi parce qu'il existe bien d'autres sites, peut-être encore plus mystérieux. Bon, déjà, ça veut dire quoi cromlech? Le mot en lui-même vient de l'anglais cromlech et qui s'est transformé en cromlech en français. Bon, encore un mot qu'on a intégré à notre dictionnaire sans même prendre le temps de le changer. Rassurez-vous, les Anglais, eux aussi, n'ont pas été très inspirés. En effet, si l'on cherche l'origine même du nom, on découvre que ça vient du vieux gallois krum, qui désigne une courbe, et de lek, qui signifie la pierre plate. Et quand on mélange le tout, on obtient cromlech, qui signifie la pierre plate placée en courbe. La construction de ces édifices ont été situés entre 3500 et 2000 ans avant notre cher Jésus-Christ. On en a découvert un peu partout dans le monde, et même au Japon. Le site d'Oyu, c'est un édifice avec 2 cercles de pierre, et il est considéré comme le Stonehenge japonais. Pour la vidéo, nous allons rester près de chez nous, en Bretagne, et vous présenter 2 sites assez particuliers, voire étranges. Le cromlech du Mennec. Un cercle de 71 pierres marquant le bout ou le début, tout dépend de l'endroit où on se place, des alignements de Karnak. Ce qui est le plus étonnant, c'est qu'un hameau est littéralement collé à ce site. Le cromlech du nord et du sud de Kerlescan. Ce sont 2 sites, complètement opposés, mais parfaitement alignés. Celui du nord, 42 pierres pour 90 mètres de diamètre. Et celui du sud, plus petit, 39 pierres pour 80 mètres de diamètre. Contrairement à d'autres, ces 2 sites sont situés en pleine forêt, ce qui est assez unique pour un cromlech. Mais d'ailleurs, à quoi ça sert un cromlech? C'est vrai, dans le premier épisode, on a vu que les menhirs étaient plus des outils d'indication spatio-temporelle, mais qu'en est-il des cromlechs? Alors, les experts se sont penchés sur le sujet et ils s'accordent tous pour dire que... on ne sait pas vraiment en fait. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et on rigole bien sûr. En réalité, les scientifiques ont pas mal de problèmes à déterminer le réel sens de ces édifices. La première hypothèse suggère qu'il s'agisse en réalité d'un lieu de rassemblement cultuel et pas culturel. Même durant le néolithique, les habitants devaient sûrement pratiquer des cultes aux énergies de la nature ou tout simplement pour fêter les différents événements. La deuxième hypothèse, elle suggère tout l'opposé. La forme de l'édifice aurait servi de lieu d'observation des astres et de la Lune, tout comme les menhirs. Encore aujourd'hui, des études sont menées pour déterminer les réelles intentions de la construction de ces édifices, et surtout les mystères qu'ils renferment entre points magnétiques puissants et portails multidimensionnels.
Terminons par les tumulus. Ce mot est d'origine latine et signifie gonflement. En fait, un tumulus est une butte, un gonflement créé artificiellement avec des pierres et de la terre et pouvant atteindre des dimensions gigantesques. Connaissez-vous le tumulus du Moustoir, appelé autrement le tumulus d'Hermanée? Ce tumulus a 85 mètres de longueur, 35 de large et 5 mètres de haut. On peut y voir à l'extrémité ouest un dolmen et 2 sépultures à l'est. On y trouve aussi 2 menhirs indicateurs, l'un de 2,10 m et l'autre de 3 mètres. Ce tumulus recouvre plusieurs chambres. Dans cette tombe, on peut trouver du mobilier funéraire et en particulier des perles en varicite, un minerai vert dont l'origine pourrait être une mine au sud de l'Espagne, ce qui signifierait qu'il existait déjà des échanges commerciaux avec des régions très lointaines. Autre exemple de tumulus, le tumulus de Saint-Michel, dont les dimensions sont particulièrement impressionnantes. Ce tumulus mesure 125 mètres de long, 50 de large, 12 mètres de hauteur. Il a été édifié en 4500 avant Jésus-Christ et on a pu y retrouver à l'intérieur 36 haches et 87 perles en varicite ainsi que 10 bijoux. Alors il faut rappeler que les sources d'information sont limitées, mais les recherches ont permis de mettre en lumière un certain nombre d'éléments sur le matériel utilisé. Par exemple, la poterie. Au néolithique, on en trouve 2 grandes formes en Europe. La poterie dite rubanée, avec des décors en forme de ruban, et la poterie dite cardiale, avec des décors réalisés avec des coquillages. On a aussi des informations sur les récipients utilisés, par exemple des cuillères, des couteaux, des vases et des gamelles. On sait aussi par ailleurs que l'homme du néolithique pouvait utiliser des brûle-parfums, ce qui signifie qu'ils avaient une connaissance approfondie des essences de plantes. Concernant les tissus, on sait d'ores et déjà qu'ils se servaient du lin, du chanvre, puis ensuite de la laine et du coton. Il faut noter que les pièces tissées sont des objets précieux et sont surtout destinés à ce qu'on pourrait appeler une aristocratie de l'époque. La population dans son ensemble utilise plutôt des fourrures et des peaux d'animaux, ce qui signifie que l'homme du néolithique connaissait déjà le tannage. Quant aux chaussures, on sait qu'ils utilisaient des sandales fabriquées en fibre de libère, c'est-à-dire des dessus d'écorce. Du côté de la médecine, ce que l'on sait, c'est que les hommes du néolithique utilisaient leur odorat pour déceler les propriétés ou les dangers d'une plante, ce qui leur permettait d'utiliser et de connaître leurs vertus thérapeutiques. Ils pratiquaient également le tatouage thérapeutique ou bien la trépanation qui consistait à percer le crâne à des endroits précis pour extirper le mal. Et pour terminer, un nouveau concept fait son apparition, la beauté. Sur les différents sites de fouilles répertoriés, on a pu ainsi trouver des bijoux et des parures qui étaient communs aux hommes et aux femmes ainsi qu'aux enfants. Les parures d'os d'animaux étaient quant à elles plutôt destinées aux hommes. C'était davantage des trophées de chasse que des effets de mode. Comme en témoigne l'utilisation régulière du silex de Touraine de couleur brun miel au reflet doré qui était destiné à créer des outils uniques en leur apparence. Quand on compare notre espèce aux autres, on se dit que nous sommes différents. Nous ne faisons pas comme tout le monde, et peut-être que nos ancêtres s'en sont rendus compte. Nous cultivons, nous construisons, nous manipulons la nature à notre guise, nous nous reproduisons facilement, nous repoussons toujours plus les limites de la logique, et on a ce sentiment que rien ne peut nous arrêter. Nos ancêtres, en le constatant, ont pu se sentir tellement différents qu'ils se sont mis à inventer, encore et encore, jusqu'à ce que quelqu'un ou quelque chose vienne les arrêter. Mais rien ni personne n'est jamais venu. Nous avons donc continué notre route, sans ralentir, et en se demandant si tout ça avait un sens, un but. Faut croire que cette question n'a jamais eu de réponse. Cette différence nous aurait donc mené à faire un choix. Soit nous avançons dans l'inconnu, soit nous restons tels que nous sommes.
Vous connaissez la suite de l'histoire, nous avons avancé sans nous occuper de ce qui nous entourait, sans se soucier du désordre créé. Ce qui importait, c'était nous.